Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos, pourquoi faisons-nous des enfants? Cette simple question pourrait aussi se formuler: pourquoi faisons-nous des enfants? Deux aspects de la même question. D'un côté la motivation, le ressort qui nous pousse, et de l'autre, l'intention, le propos, le but. L'inconscient et le conscient en somme. D'emblée, on peut dire que c'est une question assez compliquée. Pas tant comme question philosophique, telle la question de base de la philosophie qui pourrait être: pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Que comme une question basique, élémentaire et dont on pressent déjà qu'elle va toucher à l'intime. Elle est même tellement fondamentale, tellement intrinsèque qu'elle n'est pas perceptible. De même que l'œil ne peut pas se voir lui-même. Elle est fondamentale et pourtant rarement posée, que ce soit par le philosophe, par le psychologue, par le sociologue ou par l'écrivain. C'est le genre de question que l'on se contente d'évacuer d'un haussement d'épaule ou bien par un cliché. On fait des enfants? Parce que c'est la nature. Chacun y va de sa banalité, de son évidence. Comme si cela allait de soi. Or, ce qui va trop de soi cache toujours quelque chose. Et si cela cache des choses, c'est que ces choses dérangent. Ça n'est pas net. Voici donc posé mon propos qui est d'examiner ce qu'il y a de dérangeant dans ces choses qui embarrassent. De tenter de faire sens dans ce qui devrait être aussi naturel que de respirer, donner la vie. Déjà une toute première idée. Nous ne sommes plus des animaux, nous ne faisons plus des enfants naturellement. Nous avons détourné, perverti cet acte. Plus spécialement depuis ces 50 dernières années. Nous étant éloignés de la nature, qu'avons-nous fait de la culture? Dans le sens le plus extensif de culture, exemple au hasard, la durée du congé maternité en Europe, l'habitude prise dans nos maternités de demander au père de couper le cordon, la valorisation de la virginité dans certains groupes ethniques, l'éducation sexuelle à l'école, la banalisation d'images et de discours pornographiques ou d'actes bucco-génitaux chez des enfants à peine pubères, tout autant que l'idéologie véhiculée par de nombreux juges pour enfants prenant Q'. Il est toujours préférable de maintenir la structure et les liens familiaux, alors qu'ils se sont révélés toxiques et néfastes pour l'enfant. Je sais, n'y manque que le raton laveur. Je vais vous dire le fond de ma pensée, la vraie question, nullement provocatrice, le vrai sous-titre qui est au cœur de ce travail est: pourquoi tellement vouloir des enfants, si c'est pour autant les maltraiter? Dit autrement, nous prétendons aimer nos enfants, pourtant nous leur infligeons souvent des traitements que nous n'oserions même pas infliger à nos meilleurs amis. C'est une question terriblement dérangeante. Nous jurons les grands dieux que nous adorons nos enfants, qu'ils sont tout pour nous, et que nous serions prêts à faire n'importe quoi pour leur bonheur, leur bien-être et leur assurer un avenir radieux, alors que, sans toujours en avoir conscience, nous sommes capables de comportements extrêmement violents voire sadiques, en tout cas très répressifs envers eux. Si chacun de nous, parents, s'interroge honnêtement, chacun trouvera tel ou tel souvenir de moments où nous n'avons pas été très nets, et où nous avons eu honte d'avoir fait tel ou tel geste envers eux ou dit telle parole terrible. Je voudrais essayer de vous persuader de ce que tout n'est pas si rose, et que la réalité quotidienne, sans tomber dans l'exagération, peut être très dérangeante. Et ne pensez pas qu'il va s'agir par exemple d'une claque administrée trop vite par énervement. Non, je pense plutôt à telle scène vécue si constamment à 8 heures du matin à la crèche, où nous avons confié, laissé, abandonné, jeté, à la jeune stagiaire puéricultrice notre enfant hurlant, et oui, il n'a pas encore la parole, uniquement parce que notre chef la veille nous a fait une remarque acide sur nos retards réguliers chaque matin et que notre enfant s'en remettra puisque bien sûr ce N' est ni le premier ni le dernier à aller à la crèche et que nous risquons notre emploi, et que ça, ce sera autrement plus grave pour mon gamin qui ne sera pas pour autant traumatisé. Qu'on me comprenne, je ne me pose surtout pas en juge-arbitre, en super-père, j'ai pu faire la même bêtise et me mets dans le lot bien humblement. Je dis juste les faits. Mais forcément, je vais développer. Toute ma vie ça a été et c'est encore dans ce livre le cœur de ma réflexion. Sommes-nous réellement et tout le temps suffisamment attentifs et bienveillants pour ces petits êtres qui sont totalement dépendants, viennent de nous et pourtant ne sont pas une partie de nous mais sont des êtres distincts? Avant l'enfant, il y a les parents. Ou plutôt des adultes, parfois encore très enfants qu'une naissance va tenter de métamorphoser en parents. Tâche ardue. Il y aurait un immense développement que je ne puis assumer,
car il s'agit d'anthropologie et je ne suis pas anthropologue. Toutefois, il me sera difficile de ne pas évoquer certains aspects de la parentalité, aujourd'hui occultés par le côté naturellement et socialement évident de l'acte de procréation, mais il est bon de se souvenir qu'il y a plusieurs registres à cet acte. Imaginaire, scientifique, symbolique, social, superstitieux, religieux, etc. Par exemple, grâce au progrès de la science, nous croyons coller au plus près à cette réalité et certes, depuis que la biologie existe, nous savons par exemple que le sperme est indispensable dans la procréation. Mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est une notion acquise assez récemment et chez certaines peuplades, le fait, pour une femme, de se rouler dans l'herbe humide a pu être considéré comme la meilleure façon de se retrouver enceinte. Le sperme y est là totalement débarrassé de toute fonction fécondante. De multiples superstitions survivent encore sur toutes les conditions nécessaires à respecter pour avoir un enfant, ou pour avoir un garçon plutôt qu'une fille. Mes lecteurs souriront certainement de certaines naïvetés, mais seront pourtant secrètement persuadés, lorsqu'un enfant naît quelques mois après la mort d'un grand-père, qu'il faut peut-être y voir quelque chose de l'ordre de la transmission animique. Le fantasme de la réincarnation pointe là son nez. Les Na, peuplade chinoise, sont une société sans père et la filiation officielle à un géniteur identifié y est tout à fait proscrite et malvenue. De plus, le coït y est pratiqué selon la pratique des visites furtives, nocturnes et presque anonymes. Pourtant les codes moraux régissant sexualité et inceste y sont très rigides. Enfin, la corrélation sexe-procréation, malgré les éclaircissements apportés par la psychanalyse, est encore frappée de nombreux tabous et la violence de l'accouchement ne facilite rien, au contraire. De nombreux couples traversent une grave crise de couple après une naissance. Balayant devant ma porte, je reconnais avoir toujours trouvé un petit côté choquant, je dirais presque obscène, au spectacle d'une femme enceinte, disons de 7 ou 8 mois, exhibant de façon ostentatoire son gros ventre, agrémenté souvent par un tissu très fin moulant le relief d'un nombril saillant. Il me semble qu'il y a là un côté retournement de la honte. Comme la honte de l'homosexualité se retourne en gay pride, la femme enceinte exhibe quelque chose comme le fruit du péché. Et oui, j'ai bien commis l'acte, j'ai bien été besognée et je suis bien enceinte de ces œuvres. Je pense que bien des femmes, enceintes ou non, pousseront ici des cris d'orfraie, mais un certain nombre d'entre elles se reconnaîtront dans cette attitude provocante. Voyant un ventre distendu par une maternité en gestation, on a quelque peu l'impression d'avoir assisté à la fécondation, quasiment au coït, en un mot, notre voyeurisme est sollicité. Mais bien avant de tenter d'explorer les motivations qui poussent un couple à se reproduire, il sera intéressant d'interroger ce que nous disent les mythes de cet acte. Pour la Bible, c'est très simple, il s'agit d'entrer dans le projet de Dieu. Là non plus, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les circonstances où la procréation est remise en cause, et n'est pas en tout cas un acte simple. Abraham avec sa femme trop vieille et qui engrosse sa servante. La condamnation de la masturbation d'Onan, où il est clairement dit que la semence ne doit pas être jetée à terre, alors que simplement Onan ne veut pas obéir à la loi hébraïque du Lévira, un homme doit épouser la veuve de son frère mort. Et bien évidemment, ce scénario improbable, les chrétiens me pardonneront, d'un fils de charpentier qui n'est pas le fils de son père. Lequel fils demeurera sans descendance. Du moins officiellement. Restant dans la ligne ouverte par le maître, Sigmund Freud, mais sans quelque irrespect, il nous faut aller chercher du côté de la Thèbes mythique et s'enquérir de ce qui a fait le terreau de ce mythe extraordinaire qu'est Oedipe. Alors on verra, comme souvent chez Freud, qu'une intuition de génie côtoie un aveuglement, une scotomisation, dirait un psy, proprement stupéfiant, construire de toutes pièces ce complexe d'Oedipe qui va révolutionner entre autres le regard de notre société contemporaine sur la filiation nous laisse confondus d'admiration. Et pourtant, nous montrerons que Freud passe complètement à côté de la partie sans doute la plus essentielle du mythe pour s'attacher exclusivement au psychisme de l'enfant Oedipe. Il ne veut pas voir ce qui est tout à fait primordial, dans ce que nous dit ce mythe, du père Laïo, et de la mère Jocaste, se cantonnant à la tragédie de Sophocle. Notre compréhension de cet acte si primaire du don de la vie devra passer par l'interrogation de ce mythe dans sa totalité. Et l'on découvrira que la violence y est inscrite dans les générations des générations qui aboutissent à ce petit être que ses parents, sans doute par peur que les prédictions se réalisent, vont exposer aux bêtes sauvages du mont Cithéron,
les pieds percés et liés et qui en aura cet œdème du pied 6. Cette violence n'est pas pour surprendre toutes celles et tous ceux qui ont eu à fréquenter, ne serait-ce qu'une fois, une salle d'accouchement. La violence est là, présente dans le spectacle en principe réservé aux intimes mais pas toujours d'une femme, jambes ouvertes, sanguinolente, le sexe écartelé, fendu parfois jusqu'à l'anus, la vulve distendue par une tête, ou pire par un forceps. On fait comme si la mort ne rôdait plus comme jadis, qui laissait tant de veufs et d'orphelins, mais elle est pourtant là, nonobstant le confort relatif apporté par l'anesthésie. Anesthésie d'ailleurs souvent récusée par les parturientes, comme si le passage par la douleur était nécessaire. Pour une fois l'injonction biblique, « Tu enfanteras dans la douleur », ne me semble pas avoir été une parole qui maudit mais au contraire une parole qui entérine un état de fait, une sagesse issue du ventre des femmes. Cette violence qui précède, accompagne, imprègne intimement la vie, n'est pas seulement présente dans les mythes antiques. Et si Freud décrypte remarquablement le sens de la tragédie du jeune Oedipe qui tue son père et couche avec sa mère, et ce décryptage nous a fait immensément avancer dans la compréhension de la psyché humaine, je me permettrai d'aller plus avant dans la généalogie du crime et montrerai toute la sagesse incluse dans ce mythe curieux symbolisant la violence meurtrière de deux parents envers leur enfant. Cette découverte n'est pas de mon fait. Un très grand psychanalyste, fondateur de l'ethnopsychiatrie, Georges Devereux, américain d'origine hongroise, a le premier proposé cette théorie du complexe laïosien ou jocastien. J'en parlerai longuement plus avant. Mais là où je crois avancer peut-être une idée novatrice, c'est que cette violence fondamentale subie par le petit homme va engendrer quelque chose. Elle ne peut rester sans conséquence. Et cette violence subie par chaque enfant, parfois très visible, parfois souterraine, c'est-à-dire inconsciente, va produire un ensemble de réactions qui vont infiltrer la vie tout entière de ce futur adulte et que curieusement, la psychanalyse semble avoir ignoré. Je vais m'appuyer pour cette démonstration sur une notion qui est très éloignée de notre mode de pensée judéo-chrétien. Nous trouvons en effet, au cœur d'une philosophie très antique, celle de l'Inde védique et brahmanique, une approche tout à fait troublante pour notre esprit cartésien occidental et judéo-chrétien des chaînes sémantiques qui sont haine, violence, destructivité, colère, vengeance, tout comportement étonnamment groupé sous le terme générique d'action en retour. Au sein de cette civilisation, ces comportements violents ne sont non seulement pas condamnés mais au contraire tout à fait valorisés, admirés, prônés. Cette morale, si éloignée de la nôtre au premier regard, traverse les siècles malgré l'écrasement judéo-chrétien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, si l'on te frappe la joue droite, tends la joue gauche. Le Mahabharata, histoire de vengeance de 150 000 vers, laisse peu de traces dans notre culture occidentale, à l'exception de Homère dont l'Iliade est clairement une histoire de colère et de vengeance et qui, lui étant antérieure, pourrait soit avoir inspiré le récit indien soit avoir eu la même source orale. Même si la filiation de l'Inde à la Grèce ou réciproquement n'est pas évidente sauf pour des spécialistes. La vengeance, Aristote l'analyse, sans la prôner. Freud l'évoquera presque comme une nécessité. On la trouve dans l'esprit de la chevalerie, dans certaines traditions populaires telles la vendetta corse ou le Qanun albanais, dans la coutume des duels, particulièrement dans la Russie des XVIIIe et XIXe siècles, ou encore dans les codes d'honneur mafieux. La loi du talion n'étant là, contrairement aux idées reçues, que pour installer un peu de paix sociale et codifier la vengeance. Et nous nous appuierons alors sur la définition qu'en donne Aristote, car la question de la colère, moteur de la vengeance, est centrale pour tenter de l'approcher dans ce qu'elle a de plus intrigant, de plus provoquant, telle qu'elle se manifeste chez l'homme et chez l'enfant même dès l'âge le plus tendre. Toutes les mères ont eu au moins une fois à essayer de comprendre l'état de rage dans lequel se met parfois leur bébé. M'appuyant sur ma clinique, l'expérience de mon cabinet, je tenterai un inventaire des modalités et des destins de cette colère. J'essaierai lors de montrer en quoi le mécanisme décortiqué par Aristote fonctionne tout autant avec le bébé, le petit Oedipe ou l'ado que bien sûr avec chacun de nous. L'idée force, certainement la plus dérangeante, pour ne pas dire iconoclaste voire blasphématoire que j'avance et que je vais développer au terme de ce travail est la suivante. Je considère que la façon, plus ou moins tyrannique, telle que définie par l'éducation, dont nous traitons nos enfants dans nos sociétés occidentales engendre sur des années, les années de construction de l'enfant, une accumulation de colère, de rancœur et donc, si nous suivons Aristote, un besoin de vengeance.
Ce besoin de vengeance, sous l'effet du surmoi et donc du refoulement, n'est pas adressé. J'entends. L'ambivalence fait que l'amour filial et le respect des aînés neutralisent en surface toute expression haineuse, tout ou presque tout comportement agressif envers les parents. Quels destins peuvent être alloués à ces mouvements destructeurs? Que devient cette colère? Est-elle retenue? Contenue? Se dissout-elle ou survit-elle dans l'inconscient? Une question bien dérangeante se pose alors à moi. La violence sociétale que chacun peut observer, ne pourrait-elle pas être la conséquence de cette gigantesque colère refoulée? Enfin et surtout, Oedipe parricide moi-même. Freud se serait-il trompé en attribuant à l'Oedipe, en tant que mouvement de haine envers le parent de sexe opposé, perçu comme rival, toute l'agressivité de l'enfant et de l'adolescent? Je pose que cette agressivité a une toute autre source que la rivalité sexuelle. 10. Ce disant, j'ai bien conscience de tuer le père. J'obéirai donc à une loi que je dénonce? On verra si je tue le père, parce qu'il est celui qui possède l'amour de ma vie, ma mère, ou bien parce qu'il est, avec elle, le détenteur d'une autorité absolue que je dois combattre et jusqu'à un certain point détruire pour vivre? Pour que la lecture de ces réflexions soit un plaisir, elle doit alors passer par un effort, voire une douleur. Il sera capital que vous entriez dans ce livre en faisant table rase de toutes les idées reçues, tous les clichés que chacun de nous véhicule sur les rapports adultes-enfants. Lors de mes thérapies d'enfants, c'est ce que je me suis habituée à faire, tout en restant moi-même, me mettre totalement à la place de l'enfant qui est devant moi. C'est très difficile. Les collègues le savent bien. Alors c'est cette empathie que je vous demande d'adopter à la lecture de ce livre. Et je vous demande également de vous interroger sur le sens de cette étrange situation. L'enfant est le seul objet que nous désirions avant même de le connaître. Un être mère. La femme maîtrise désormais son ventre? De même que je trouve comique, voire déplacé, le curé qui donne des conseils aux jeunes mariés, je pense qu'il y a un côté indécent ou du moins ridicule à voir un homme parler de la maternité, bien qu'existent quelques sages hommes, même si la profession de gynécologue obstétricien est majoritairement masculine. Cette remarque liminaire implique une première interrogation. Pour quelles étranges raisons, mesdames, vous êtes-vous laissées déposséder de ce qui relevait exclusivement des tâches et des fonctions féminines, aider à mettre au monde? On peut sans doute avancer que c'est la technicisation de l'acte médical qui a favorisé cette dérive. Madame Homo sapiens sapiens, et avant elle, les autres Homo sans jeu de mots, sapiens, Faber ou Néandertalis, s'est toujours débrouillée pour mettre bas toute seule ou aidée par ses commères, voire par sa propre mère. On connaît l'attitude, le rapport des corps très particulier qui lie Marie, la mère de Jésus, à sa propre mère, Anne. Il existe des représentations picturales montrant la Vierge Marie portant l'enfant contre son giron, elle-même adossée à sa propre mère, Anne, cette position étant dénommée Métersa. Nous y reviendrons. Il y a toujours un fort sens symbolique dans les images religieuses, les icônes. Cette position des deux femmes est paradigmatique, nous sommes dans une transmission de type matrilinéaire, et correspond d'ailleurs à une méthode d'accouchement très répandue dans certaines cultures. La parturiente accouche assise et adossée à une commère qui la soutient physiquement et moralement. L'accouchement extrêmement médicalisé tel qu'il est pratiqué en Occident ne permet plus ce type de position. On peut le regretter. J'ai assisté à la naissance de mes enfants et ne le regrette pas. Pourtant je ne suis pas sûre d'y avoir été totalement à ma place. Je ne suis pas persuadée de ce que ce soit vraiment le rôle de l'homme, du mâle. Actuellement c'est très tendance. Un homme choquerait presque en exprimant son désir de ne pas assister sa femme, de ne pas être présent lors de la naissance de ses enfants. Et pourtant, certes sa présence aide. Parfois. Agace souvent. Mais à part lui tenir la main, lui pulvériser de l'eau fraîche sur le visage, halter comme un petit chien pour bien lui montrer combien il participe et respecte les règles de l'accouchement sans douleur, et enfin couper une espèce de truc dur genre tuyau de bonbonne de gaz, il faut admettre que l'homme n'est pas de première nécessité dans la salle d'accouchement. Pire, j'ai ouï dire telle sage-femme qu'il n'était pas rare de devoir recoudre le front du papa, lequel s'était évanoui à la vue du spectacle et ouvert le front en tombant. Il y a plus insidieux et plus compromettant pour la vie future du couple.
Que peut-il se passer dans l'inconscient du tout jeune père, souvent tout jeune compagnon ou amant de la mère et qui se voit contraint à assister à une scène plutôt traumatisante et violente? Scène où il voit le sexe de sa femme, qu'il a pour habitude de contempler et d'utiliser dans des circonstances infiniment plus tendres et érotiques, totalement distendu, éclaté, déchiré parfois, sanguinolent, laissant passer une chose énorme, la tête d'un enfant. Ces images de naissance, violentes, vont s'inscrire de façon plutôt traumatique dans le psychisme du jeune père et risquent, lorsqu'il aura retrouvé sa place d'amant, de venir brouiller son désir, avec les conséquences fâcheuses qu'on peut bien deviner sous forme de questions angoissantes. Comment vais-je pouvoir la combler désormais? Moi, mon sexe est bien trop petit. Je ne pourrai jamais plus lui procurer du plaisir, quelle sensation vais-je être capable de lui donner maintenant? Bien évidemment, ces questions ne sont jamais explicitement formulées, elles restent bien calfeutrées dans l'inconscient de l'homme. Mais elles sont bien là, avec leur capacité de nuisance. Voilà pourquoi je considère qu'on ne peut raisonnablement pas conseiller à un futur père d'assister à l'accouchement de sa femme. Cela a à voir avec l'angoisse de castration. Conséquence indirecte et fâcheuse, cet effet traumatique de la vision du sexe écartelé de sa compagne engendre souvent, de par la peur refoulée, un refroidissement du désir chez l'homme. Ce refroidissement est connu, mais on lui attribue d'autres causes. Principalement que la jeune accouchée traverse ce que des psys appellent une sorte de folie à deux. Deux étant à entendre bien sûr le bébé et sa mère. L'amour maternel prend alors naissance, se développe, pas forcément agi par ce fameux instinct maternel un peu mythique, mais les dégâts physiques dans le corps de la mère font que le désir sexuel reste généralement à des lieux des préoccupations féminines du moment. Jusqu'à ce que se produise, selon la jolie expression de Michel Fin, la censure de l'amante, la jeune mère peut enfin se détourner temporairement de son bébé, de sa folie et se redécouvrir partenaire sexuelle accomplie et désirante. L'homme en rut, à tout le moins en manque, qui réclame son dû est une caricature dont je crains qu'elle ne soit pas une caricature. Les naissances rapprochées à moins d'1 an étaient monnaie courante jadis, mais elles existent toujours. Enfin, folie à deux ou bonheur simple de découvrir la maternité, rien n'est garanti hélas. La naissance et ses suites sont un événement majeur qui convoque les affects les plus profonds et provoque des télescopages psychiques inter- et transgénérationnels que l'on ne soupçonne pas. En découle souvent le fameux baby blues ou bleu des accouchés qui perdure plus ou moins. Et c'est là que l'homme, celui qui assume autant sa tâche de père que sa tâche de compagnon ou de mari, doit accepter d'être une figure d'adossement. Un peu comme la Vierge Métersa, ou plutôt Sainte Anne Métersa, que j'ai évoquée plus haut. La jeune mère doit pouvoir s'adosser, psychiquement, à son époux. C'est une position peu propice à la libido classique, mais l'homme doit alors sentir qu'il a une double tâche. Pour le bébé, être cette figure d'arrière-plan, ce personnage qui est là, à côté, et pour la mère, l'homme fort, fiable, véritable substitut du père de l'accouchée. On voit hélas aussi à quel point de déstabilisation la jeune mère est amenée, emportée je dirais, comme par un tourbillon, puisqu'existe bien plus grave, la psychose puerpérale qui requiert bien plus que l'environnement familial. Un véritable soin psychiatrique et psychologique. On se rend compte que modernisme, science et technique ont bien sécurisé tout l'arrière-plan de la naissance, on dit aujourd'hui la périnatalité, par une hyper-médicalisation, une hyper-technicité. Mais l'angoisse subsiste et subsistera toujours quel que soit le degré objectif de sécurité. Effet pervers de cette technologie médicale envahissante, la parturiente se sent totalement dépossédée de son acte. Malgré les efforts sincères et louables de l'encadrement hospitalier et infirmier, l'effet d'un tel niveau de prise en charge est que l'accouchée n'est plus du tout protagoniste de son acte, elle est totalement dépossédée de sa faculté de faire, de vouloir, de décider, elle peut à peine refuser, on lui dénie même le simple droit de ne pas accepter tel ou tel acte médical ou de soins infirmiers. Selon les pratiques anciennes de l'accouchement et des sages-femmes ou du moins des femmes sages, la parturiente était sujet et actrice. Désormais, elle est chosifiée, elle est objet. Le sous-titre de ce chapitre était « La femme maîtrise désormais son ventre ». On voit que la réponse est complexe. Clairement oui pour ce qui est de la contraception, je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet. Il suffit de dire que majoritairement dans nos sociétés occidentales le désir mâle,
la violence impérieuse du désir génésique masculin en passe désormais par les fourches caudines du contrôle par les femmes de leur sexualité et de leur corps. On en vient à un peu plus d'égalité dans le désir et dans la jouissance. L'immense révolution des années 60 et suivantes pour ce qui est du contrôle des naissances aboutit directement à ce qu'une femme puisse dire clairement son désir. Quelle femme jusqu'alors aurait osé dire « j'ai envie de faire l'amour » ? Jusque-là, cette phrase eût été le fait d'une grue comme on disait jadis chez Maupassant ou dans les ouvrages traitant de sexualité jusqu'au début du XXe siècle. Il faut bien préciser que ceci vaut pour les quelques millions de privilégiés qui vivent dans une société occidentale, et selon les mœurs de la dite société. Il reste hélas que n'importe quelle femme bengali, afghane, saoudienne, tchadienne ou soudanaise, entre autres, aurait ici un sourire amer. Lapidation, vitriolage, excision, infibulation, bâton ou fouet sont dans ces cultures la réponse des hommes à la liberté du désir de la femme. On doit entendre désir au sens le plus large du mot, désir de choisir sa destinée, désir de choisir sa vie. Laissons passer cet ange un peu noir et rouge et refermons cette parenthèse gênante et demandons-nous si la femme, vous madame, est vraiment libre de son ventre. Ou bien s'il n'y a pas d'obscurs empêchements, de lourds interdits au libre accès à son corps et à sa jouissance. Le tout premier auquel on ne pense pas d'emblée est le suivant. La femme en principe a librement accès à la contraception. De quelle contraception s'agit-il ? Qui se l'applique ? Majoritairement les femmes. La vasectomie, stérilisation masculine, est pratiquée par quelle proportion d'hommes ? Les chiffres mondiaux nous donnent 5%. Les chiffres pour la France restent inconnus d'autant que la pratique y a été considérée comme illégale, jusqu'en 2001. C'est évidemment sans commune mesure avec l'immense majorité des femmes sous pilule, sous patch, sous stérilet hormonal ou pas, sous disque vaginal, sous capote féminine avec ou sans spermicide, etc. Le préservatif est aujourd'hui bien plus considéré comme une protection bactérienne ou virale que comme un contraceptif ordinaire. Cet état de fait semble tellement aller de soi. Eh bien voyons mesdames, vous voulez bien baiser ? Alors à vous d'assumer toutes les conséquences. Nous les hommes nous nous défilons. Ça n'est pas notre problème. La liberté sexuelle ? Oui, mais à quel prix ? Et surtout pas l'égalité. Voyons maintenant les autres impedimenta, empêchements nombreux. L'injonction paradoxale faite aux femmes. Historiquement, l'injonction paradoxale a été conceptualisée par Gregory Bateson, anthropologue, psychologue, épistémologue spécialiste des théories de la communication au célèbre centre de recherche de Palo Alto. Il a avancé que cette injonction paradoxale pourrait bien être une des causes de la schizophrénie. L'exemple le plus compréhensible consiste à dire à quelqu'un « Soyez naturel ». Il est évident que si l'on s'efforce d'être naturel, on ne l'est plus. Un autre exemple connu, une mère offre à son fils deux cravates, une bleue et une rouge. Elle l'observe quand il s'habille et qu'il choisit la bleue. Elle dit alors « Ah bon, tu n'aimes pas la rouge ?» On voit donc qu'il s'agit d'un ordre contradictoire. On pourrait le matérialiser par deux panneaux de circulation, l'un obligeant à tourner à droite et l'autre, accolé, interdisant de tourner à droite. Ceci pourrait prêter à sourire, mais je vous demande de garder en mémoire qu'il a été sérieusement envisagé qu'une double contrainte puisse engendrer certaines formes de schizophrénie. Mesdames, ne vous moquez pas, et admettez que en l'espèce, vous avez été particulièrement soignées. C'est très simple, on vous dit, et toute la société vous dit, vous enjoint même de respecter ces 4 consignes. Soit une bonne épouse qui tient bien son ménage. Soit une amoureuse accomplie, une amante experte. Soit une bonne mère. Aie un métier valorisant. Je ne voudrais pas verser dans le style brûlot MLF, mais il faut bien reconnaître que ces 4 injonctions sont paradoxales entre elles. Prises isolément, non. Mais ensemble, c'est carrément ingérable. Et pourtant, combien d'entre vous, mesdames, devront gérer ces 4 impératifs catégoriques tout au long de leur vie, jour après jour, sans jamais rechigner. Pire, en étant fiers de ce que vous êtes capables d'accomplir. Entendons-nous bien. Je n'ai aucune légitimité, aucune prétention à dire ce qui devrait être. Je ne dis ni les femmes à la maison, ni les femmes au boulot, ni occupez-vous des gosses, ni construisons plus de crèches, ni un métier pour une femme, il n'y a que ça de vrai. Je ne dis qu'une chose.
Tout cela à la fois, c'est beaucoup trop demander et la lutte pour la vie, c'est-à-dire les difficultés économiques étant ce qu'elles sont. Il faut bien admettre que la société exige l'impossible de la femme et non de l'homme. L'on voit poindre un premier effet pervers. Avant d'être mère, diverses injonctions, diverses incitations s'imposent à la femme. Conséquence directe, l'âge moyen de la première grossesse en France dépasse aujourd'hui allègrement la trentaine, alors que la femme est équipée physiologiquement pour procréer, en moyenne depuis l'âge de 13 ans. C'est une donnée biologique et non pas morale ni sociétale. Rappelons-nous simplement que la fiancée de Roméo, Juliette, a 13 ans. La femme d'aujourd'hui attend. Elle doit attendre parce que études, parce que fac, parce qu'il faut quand même bien en profiter avant, parce que surtout ça tient du casse-tête chinois que de trouver un homme mûr, prêt à assumer un couple et une paternité et renoncer, en partie, aux jeux vidéo, au foot avec les copains et aux bons coups, etc. Elle doit donc attendre environ 18 années, de 13 à 31 ans, avant de se lancer dans l'aventure de la maternité. Et last but not least, elle sait qu'à cet âge canonique de 31 ans il va lui rester à peu près 7 années de tranquillité, 38 ans, le début de la grossesse à risque, pour faire des enfants sans souci, sans risque majeur. Et tout au plus une dizaine d'années pour engendrer de façon raisonnée, raisonnable. Vous rendez-vous compte de ce scandale biologique ? Nous sommes passés de la femme éreintée par des grossesses à répétition et des familles de 7 enfants et plus. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.